La Syrie. Ah, la Syrie. J'ai connu, savez-vous, la Syrie. La Syrie d'avant la guerre. Et j'étais tombé sous le charme de ce pays millénaire, de ses habitants, et de leur simplicité, de leur gentillesse, et je dirais même de leur épaisseur. Et oui, parce qu'ils en ont tellement vu des empires se succéder, des religions se remplacer, des conquérants se chasser les uns les autres, qu'ils semblaient avoir acquis une espèce de mémoire collective de bien plus large envergure que celle des habitants que nous sommes de la toute jeune Europe. Là-bas en Syrie, ça fait 10 ou 12 000 ans qu'ils connaissent la civilisation. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte que par rapport à eux, nous faisons un peu figure de jeunes fous à peine sortis des jupes maternelles. C'est là-bas que tout a démarré pour l'humanité, c'est là-bas que tout s'est inventé. C'est le lieu pour l'homme de tant de premières fois. Revenons à la Syrie d'avant la guerre. Revenons à la Syrie que j'ai connue jadis. Il y a à Hama, entre Damas et Alep, d'antiques norias de bois, dont le fonctionnement est à la fois simple et subtil. L'Oronte, qui est le fleuve qui serpente dans la ville, les fait mouvoir et tournoyer. Il y en a de toutes les époques et de toutes les dimensions, mais les plus grandes sont hautes de plus de 20 mètres. Leur existence est immémoriale. À Apamée, qui est la cité romaine en ruine qui se trouve à quelque distance de là, des archéologues belges ont exhumé une mosaïque qui représentait déjà, à l'époque, ces grandes roues irrigatrices. La Syrie est le berceau de la civilisation. Oui, ici a été inventée l'agriculture, et quelque chose de la rusticité novatrice des commencements perdure encore de nos jours. Je peux rester un temps indéfini à les voir tourner ces roues et à les écouter grincer, à contempler l'eau qu'elles soulèvent et qu'arrivée à leur fête elles chavirent dans un aqueduc de pierre qui dirige l'aubaine vers les cultures et les champs alentours. Il me semble alors que quelque chose de la respiration profonde du temps se donne à voir et que cette mécanique naturelle agit comme un baume bienfaisant sur toutes mes douleurs et toutes mes disharmonies. J'ai le loisir de voir se dérouler à mes yeux l'essence même de la technologie humaine dans son génie primitif. La roue continue son imperturbable mouvement et replonge vers le bas, où ses aubes seront poussées par la force du courant, tandis que de l'autre diagonale est mené par le haut ce qui a été puisé au fleuve. Ce mouvement perpétuel a le pouvoir de disloquer mon attachement stupide aux affaires de ce monde et de me rendre à l'essentiel, la présence dans l'instant toujours recommencé. Les plus anciennes de celles qui sont encore visibles aujourd'hui datent du XIIe siècle, de la dynastie Ayyubide fondée par Salah ed-Din, Saladin, de grande renommée. Pour régler le débit des eaux, les gens d'ici ont canalisé le fleuve au moyen d'un système de digues amovibles. Le courant s'engouffre en se resserrant avec une vitesse accrue au pied des norias. Les saisons de hautes eaux alternant avec les périodes maigres, il ne leur est qu'à étrécir ou à élargir l'entonnoir dans lequel elles se précipitent, afin d'avoir toujours à disposition l'exacte quantité qui leur est nécessaire. On ne peut rêver harmonie plus étroite avec les forces de la nature. La charpenterie est également à soi seule un spectacle tout à fait remarquable. Il faut imaginer un moyeu central massif, fait de madriers de 2 bons mètres de diamètre, auxquels sont fixées d'immenses poutres de bois de plus de 10 mètres de long sur quelques 50 centimètres de section, disposées du centre vers le pourtour et dont la structure ne serait pas tout à fait en étoile, mais irradierait de façon oblique pour que l'angle d'incidence à l'attaque de l'eau répartisse les forces d'une manière qui ne disjoigne pas les attaches. Les plus grosses pièces sont clouées au moyen de rivets de forge géants que les menuisiers enfoncent au maillet, et le reste, assemblé par simple encoignement, achève d'acquérir sa solidarité par le gonflement du bois au contact de l'eau. Le tout est fascinant de simplicité et de grandeur. À son débit maximal, la plus grande de ces roues peut amener à son sommet 50 litres d'eau à la seconde, de quoi irriguer les cultures sur une surface de 75 hectares. L'aqueduc part, rectiligne et en pente douce, dirigeant ses arches régulières vers le cœur des coteaux environnants, et de là se divise en canaux plus petits, qui à leur tour se divisent en gouttières et en rigoles, dans un maillage toujours plus ténu, dans une capillarité fine, effrayante, qui amène le précieux liquide à l'endroit où la plante peut s'engorger. Au temps de la dynastie Ayyubide, oui, je me suis passionné pour le sujet, la ville offrait au regard un paysage agreste, parsemé çà et là de constructions en pierre et d'autres plus nombreuses en bois,
cabanes, maisons, granges et entrepôts, dont il ne reste évidemment plus rien. Certaines de ces norias amenaient l'eau en ville et alimentaient mosquées, hammams et citernes domestiques. Les paysans cultivaient dans leurs jardins, leurs bostanes, toutes les variétés de plantes, de céréales et d'arbres fruitiers connus d'eux et qui peuvent pousser sous ce climat méditerranéen. C'étaient toutes sortes de légumes, des pois, des fèves, des aubergines, oignons, cornes grecques, piments, courgettes, concombres, laitues. C'était de l'orge, du blé, de l'avoine, c'était tous les fruits et les arbres dont il faut se peindre les couleurs et les ombrages. Abricotiers, mûriers, noyers, figuiers, grenadiers, amanguiers, vignes, peupliers, chênes verts. Je pétris les époques et j'aime à imaginer que ce paradis terrestre est le cadre, mon ami, qui aurait favorisé nos amours, les nôtres ou celles d'autres amoureux. Mon imagination me dédommage ainsi de n'avoir pas, avec vous, fait route vers la mer. Au-delà des rives de l'Oronte, on rencontre une steppe aride et maigre, après quoi c'est rapidement l'immense désert qui, à travers toute l'Asie centrale, s'étend jusqu'aux limites de la Chine, pour y prendre le nom là-bas de désert de Gobi. Et c'est de cette direction lointaine qu'arrivaient les caravanes chamelières de la route de la soie, qui venaient ici après un voyage lent et périlleux achever leur course. En Syrie occidentale se rencontraient et se mêlaient ces univers que tout sépare. Les agriculteurs, sédentaires, et les commerçants citadins, les bédouins nomades ou semi-nomades et les voyageurs au long cours. De grandes foires commerciales se dressaient à Hama et dans toute la région, et tout s'y achetait, s'y échangeait, des tractations sans nombre s'y passaient, des promesses de marchandages futurs s'y concluaient. Quand tant de lunes auront passé, le lait, la viande et la laine étaient apportés par les bédouins, les soieries, les épices et les gemmes précieuses, ces météores inexplicables, étaient convoyés par les hommes des confins. Les citadins pourvoyaient au reste. Connaissances et amitiés se forgeaient avec les ans, s'étendant sur plusieurs générations. Et quoiqu'ayant vu tant de pays fabuleux et de contrées inconnues, les roues de Hamma au printemps et les jardins parfumés de l'Oronte, parsemés d'amandiers en fleurs, ne devaient pas compter pour rien dans les récits légendaires qu'ils ramenaient, après de longs mois de traversée vers l'autre rive de l'étendue des sables. J'ai vu là-bas une femme qui ne ressemble à aucune autre. J'ai caressé les boucles de ses cheveux. Nous nous sommes étendus sur des gazons fleuris et nous nous sommes dit d'impérissables choses. Et au siècle suivant, les hordes mongoles déferlèrent sur le pays de Cham, et elles le mirent à genoux. Oui, la Syrie. La Syrie s'est relevée de ça, et aujourd'hui, en 2019, on peut supposer qu'elle parviendra aussi à se relever de cet autre désastre qui vient à peine de passer. Les barbares qui ont défilé sur le pays, déferlé et qui ont tenté de faire main basse dessus, les autres barbares, leurs maîtres, ceux qui les ont téléguidés, ceux qui les ont nourris, entraînés, armés et financés, depuis les antichambres des chancelleries occidentales, jamais ne pourront connaître la valeur de ce qu'ils ont détruit ou tenté de détruire. Ce sont des psychopathes qui ne connaissent de la vie que sa carcasse, sans sa substance, et qui, s'ils ont échoué en Syrie, tenteront la même chose au Venezuela, et s'ils échouent au Venezuela, aussi bien que s'ils y réussissent d'ailleurs, iront porter le chaos et la destruction sur toutes les rives où leur folie pourra prospérer, au nom de la démocratie ou de la liberté de la presse, au nom de n'importe quelle abstraction dont cette presse, dont ils détiennent les finances, aura fait le matraquage publicitaire. N'est-il pas temps, mesdames et messieurs, d'aller les arrêter ?